Ces défis exigent la clarté dans nos débats, l'ambition pour le pays et le respect pour chaque Français. C'est pourquoi, après avoir procédé aux consultations prévues à l'article 12 de notre Constitution, j'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Bonjour à tous, bienvenue sur Global Africa Télé Sud et Fréquences Protestantes pour cette interview politique consacrée aux élections législatives anticipées. Je reçois aujourd'hui Aminata Niakate, candidate écologiste au Nouveau Front Populaire dans la 13e circonscription de Paris. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. La dernière fois que je vous accueillais, vous venez d'être nommé porte-parole des écologistes. Aujourd'hui, vous êtes candidate pour votre famille politique. Comment vous abordez cette échéance? Je suis hyper enthousiaste. Il y a un élan incroyable. J'ai des gens qui me contactent sur les réseaux sociaux tous les jours pour venir filer un coup de main sur la circonscription. Et vraiment, il y a un engouement très fort, alors que le 15e arrondissement, c'est historiquement très à droite. Je pense que la Macronie et la droite ont du souci à se faire. Vous avez une revanche à prendre pour 2022. Totalement, parce qu'en 2022, on a eu, alors que c'était vraiment, on avait été éliminé en 2017, il n'y avait ni la gauche ni l'écologie au deuxième tour. En 2022, on s'est qualifié en passant devant la droite avec 30% au premier tour. Et puis au deuxième tour, alors qu'on n'avait plus de réserve de voix, on a fait plus 10%, on a fait un peu plus de 40% au deuxième tour. Et là, on a une dynamique encore plus forte. Donc, est-ce que ce sera suffisant? En tout cas, on donne tout pour que ça passe. Et les divergences sont assez profondes au sein de votre nouvelle coalition. Raphaël Glucksmann parlait d'un mariage sans amour. Est-ce que vous définirez le Front populaire comme un mariage sans amour? Moi, je dirais pas ça. Je dirais que c'est un sursaut. On ne pouvait pas faire autrement, en fait. On n'a pas le choix. Il y a le Rassemblement national aux portes du pouvoir. Donc, dans 15 jours, en fait, on pourrait avoir un Jordan Bardella Premier ministre. Et en fait, on n'a pas le droit de tergiverger sur des différences qu'on a gommées. En tout cas, on s'est mis d'accord sur un mandat de 2 ans, sur un accord de législature avec des propositions auxquelles chaque parti adhère. Et c'est ça notre engagement. Et là-dessus, il y a l'accord de toutes les composantes du nouveau Front populaire. En 2022, lors de la création de la NUPES, les discussions avaient lieu au siège des Insoumis. Cette année, c'est l'évêque qui ont pris le lead. Est-ce que c'est un peu votre mea culpa après votre refus stratégique de ne pas faire l'union pendant les européennes? Nous, on a toujours voulu faire l'union pour les élections nationales. Et en réalité, mon opinion personnelle, c'est que comment on raconte le rassemblement si on était déjà ensemble? Vous imaginez le débat des européennes, une seule voix, alors qu'il n'y a que des 10 candidats de droite et d'extrême droite, une seule voix dans tous les débats, etc., pour représenter la gauche et l'écologie réunie. Moi, j'ai trouvé ça très bien qu'il y ait différentes expressions pendant le débat public. Assez violente souvent. Et puis qu'on raconte le rassemblement, en fait. Et je pense qu'on a ratissé large, sans doute un peu à notre détriment aussi, parce que la crise des agriculteurs n'a pas aidé, le bashing, la criminalisation des écolos, dans lequel les médias ont joué un rôle très fort. Tout ça a aussi pesé sur notre score. Moi, je comprends pas comment on peut pas être mobilisé sur ces questions. On a des épisodes de sécheresse, des inondations en ce moment même. Est-ce qu'on a, prévenir, c'est mieux que guérir. Donc moi, je reste profondément convaincue. Donc c'est un choix assumé. C'est un choix assumé que vous ne regrettez pas aujourd'hui. Et je pense qu'on raconte pas la même histoire du sursaut et qu'on rassemble pas aussi largement. Parce qu'il y a des additions qui font aussi des soustractions et ce moment historique qui nécessite qu'on se rassemble, qu'on propose une alternative d'espoir, je pense que, en tout cas, on l'a fait en très peu de temps. Et moi, j'ai énormément de confiance en ce que ça va donner. Mais les écologistes ont frôlé la catastrophe il y a quelques semaines, 5,5% pour Marie Toussaint. Quel bilan tirez-vous de ce scrutin? Non, en tout cas, on doit analyser en tout cas ce résultat, on doit reconnecter avec les électeurs, on doit être plus pédagogique sur l'enjeu du climat qui est crucial. Hein. C'est vraiment, moi je suis originaire du Mali et dans mon village d'origine, il y a des épisodes de
sécheresse récurrentes qui détruisent la principale source de revenus et d'alimentation des familles. Et c'est vrai qu'il y a une inconscience un peu généralisée sur l'enjeu de ces questions, sur la question de l'eau. Donc, dans les régions du sud de la France, Pyrénées-Orientales, etc., on commence à avoir cet impact, on commence à rationner l'eau. Et c'est des enjeux qui vont devenir de plus en plus forts, et ce n'est pas les écologistes qui le disent, hein, il y a un consensus scientifique. Justement, l'écologie est une priorité pour les Européens, mais comment ça se fait que les écologistes fassent 5,5% aux élections européennes? Moi, je ne l'explique pas, franchement, je ne comprends pas comment on peut marginaliser cet enjeu. Et puis, en face, voilà, dans le désespoir ambiant, dans la précarité ambiante, les discours de haine démagogiques, malheureusement, prolifèrent rapidement. Il n'y a pas une responsabilité de votre part par une certaine radicalité qu'on observe sur le terrain, notamment la question des méga-bassines? Alors, nous, on est des militants, on a toujours dénoncé les actions violentes. On ne cautionne pas la violence, on condamne, on a toujours condamné la violence. Ensuite, il y a des choses qui sont romancées parce que pour avoir participé à quelques manifestations, la retranscription qu'on peut voir sur certains médias que je ne citerai pas, ce n'est pas la réalité. C'est souvent festif, bon enfant, familial. Et ensuite, parfois, on est gangréné par des black blocs. On est gangréné par des black blocs qui sont minoritaires, qui viennent souvent de l'étranger, pour aussi nuire à la cause. Parce qu'en réalité, nous, écolos, on n'a pas du tout intérêt à voir ça. On n'a aucun intérêt à faire ça. Donc, ce n'est pas quelque chose que nous, on organise, c'est quelque chose qu'on subit. Et on aimerait que le ministère de l'Intérieur garantisse le droit de manifester en sécurité. Il en a les moyens. Quand on regarde le paysage politique, finalement, est-ce que les écologistes peuvent vivre sur la scène politique sans coalition? En tout cas, tout le monde prétend faire de l'écologie aujourd'hui. Il y a 40 ans, on se moquait de nous avec le verre d'eau de René Dumont. Aujourd'hui, plus personne ne se moque de nous. Tout le monde revendique, y compris des gens sceptiques, y compris des gens qui ne font rien pour l'écologie. Tout le monde revendique ça. Et donc, l'écologie est incontournable aujourd'hui. Et voilà, et nous, on existe. La séquence du rassemblement qui vient d'avoir lieu, voilà, on a été au cœur du rassemblement. Je pense ça doit beaucoup à l'implication personnelle de Marine Tondelier, la bonne Marine. Les deux qui sont du Nord aussi. Et voilà. Et donc, donc, après la séquence des européennes, ça nous a permis de rebondir. On est revenu au centre du jeu, clairement. Et puis, on ne le fait même pas pour, finalement, on le fait de manière désintéressée. Moi, je suis candidate dans le 15e arrondissement de Paris, qui est historiquement à droite depuis des décennies. C'est parce que je défends une certaine idée de la France, des valeurs. Je veux combattre toutes les formes de racisme, résolument l'antisémitisme. Et les écolos, voilà, on continue de jouer un rôle important. Dans la conquête du pouvoir, c'est difficile pour les écologistes aujourd'hui de partir seuls, vu les en derniers tout cas, résultats que vous avez fait. Personne ne gagne seul, ça n'existe pas. On fait société de toute façon. En tout cas, la gauche et l'écologie, aucune composante ne peut gagner seule. C'est qu'ensemble qu'on peut être une digue assez forte pour faire barrage au Front National. Personne ne peut gagner seul. Parlons de votre programme. Boris Vallaud du Parti Socialiste, devant le patron ce mercredi, disait qu'il n'y aurait pas de second Fessenheim. Donc il souhaite d'abord la décarbonisation avant la dénucléarisation. Si jamais vous arrivez à la Semaine nationale, est-ce que vous serez en phase avec ce projet? En tout cas, on est en phase sur un certain nombre de mesures qu'on a écrites ensemble, à beaucoup de mains, en accord avec le Parti Socialiste, en accord avec Place Publique, en accord avec LFI et en accord avec le Parti communiste. Et on est soutenu par plein d'autres petits partis. On s'est engagé sur les 15 premiers jours, ce qu'on fait, et sur 2 ans, ce qu'on fait. Donc, on est en accord avec ce qu'a dit... sur le nucléaire, vous êtes prêt à lâcher du lest? Nous, ce qu'on prône, c'est la transition. C'est-à-dire, on ne va pas tout fermer d'un coup tout seul aujourd'hui. C'est la transition. Une centrale nucléaire, ça ne se ferme pas d'un claquement de doigts. Puis, il y a de l'humain, il y a des salariés. Qu'est-ce qu'on en fait? Donc, tout ça, c'est des choses qui doivent être pensées, organisées, des nouveaux métiers qui doivent être appris. Et en tout cas, nous, notre objectif, c'est de sortir du nucléaire à long terme, au moyen terme, le plus tôt possible. Ce n'est pas d'investir sur des PCR qui coûtent des millions et des millions et qui ne sont toujours pas rentables.
C'est pas du tout ça notre priorité. Et quelle est la priorité pour vous aujourd'hui en matière de transition écologique? En tant que député, quel sera votre principal cheval de bataille? En tout cas, sur ce qu'on défend depuis toujours, quoi. Nous, on veut que l'eau soit accessible en régie publique, gratuite, partout, qu'on ne la gaspille pas, qu'on la confie pas à des grands groupes qui s'enrichissent sur le dos des gens. Et puis notre projet, il est aussi totalement social. Et les premières mesures qu'on veut prendre, c'est abroger tout de suite, dans les 15 premiers jours, la loi sur la réforme des retraites qui allonge à 64 ans. On veut abroger la loi asile-immigration et c'est aussi un enjeu climatique, les déplacements de population, parce que quand on perd tout chez soi, à cause des activités humaines des pays du Nord, des pays occidentaux, c'est la moindre des choses d'être capable d'accueillir dignement les personnes. Sur l'immigration, est-ce qu'il existe une crise migratoire en Europe aujourd'hui? Moi, je pense qu'il y a une crise de l'accueil des migrants. C'est ça mon opinion. On a besoin de migration, les entreprises ont besoin de migration. Giorgia Meloni en Italie, qui clamait sur tous les toits qu'elle se débarrasserait de tous les migrants d'Italie, en réalité, elle en a régularisé 500 000. Parce que ces entreprises ont dit oui, mais moi j'ai besoin de gens dans mon économie, etc. Et en France aussi, je veux dire, on entend sur les plateaux télé des chroniqueurs spécialistes de l'immigration et de l'économie improvisée, mais quand on écoute le Collège de France, les sachants, les gens qui disposent de chair sur l'immigration, ils disent tous que on a besoin de booster l'immigration légale pour l'économie, pour payer les retraites. Qui va payer votre retraite ou la mienne? Si on est aussi fermé sur l'immigration, il n'y aura personne. Ça, c'est l'immigration légale, mais comment lutter contre l'immigration illégale qui existe? Mais moi, je suis pour régulariser déjà tous les travailleurs et régulariser leurs familles dans un premier temps. Et je peux vous assurer qu'on aura moins d'immigration illégale si on fait ça. Pour éviter les images qu'on voit à Lampedusa, c'est la réponse? En tout cas, l'enjeu climatique, nos relations internationales avec les pays du Sud font que les gens quittent leur pays par désespoir en fait. Quand la terre elle est salinisée, qu'elle produit plus rien, on est obligé de se déplacer. Comment on fait quand on peut plus rien tirer de la terre? L'alimentation, c'est quand même l'enjeu de base. Des gens c'est pas de bonté de cœur qu'on quitte son pays, qu'on quitte tout, sa famille, le lieu où on a ses racines. C'est jamais de bonté de cœur qu'on abandonne tous ses proches, etc. Et donc, comment renforcer les relations avec les pays du Sud, comme vous le dites, dans ce domaine d'immigration? Est-ce qu'il faut faire comme la présidente de la Commission européenne, donner de l'argent au président tunisien et retrouver les migrants dans le désert à Sfax, par exemple, comme Alors ça, c'est absolument honteux. D'ailleurs, on n'en a pas assez parlé, c'est lamentable. Et d'ailleurs, les propos du président tunisien sont ouvertement racistes, xénophobes. C'est vraiment la technique de l'extrême droite. On accuse les migrants de tous les maux de la société, alors que ils n'y sont pour rien, alors qu'on a besoin d'eux en réalité. Moi, ma mère était femme de ménage, mon père était manutentionnaire. Ils n'ont pas eu beaucoup de compétition sur les boulots difficiles qu'ils ont fait pendant des décennies et des décennies. Et on a besoin de migration, on a besoin En fait, les pays du Sud, ils demandent juste du respect déjà, du respect que la France traite le Mali, par exemple, que je connais bien, comme un égal, quoi, qu'il n'y ait pas de condescendance et qu'il y ait un vrai partenariat gagnant-gagnant, qu'on ne vienne pas juste exploiter les richesses, l'uranium au Niger, par exemple, ou un positionnement militaire stratégique. Il faut du respect. Vous parlez du Mali, est-ce que vous regrettez le départ des forces françaises dans ce pays-là? Je regrette le départ des forces françaises. Franchement, moi, je regrette pas le départ. Pour avoir vu le pays se dégrader sur les 10 dernières années, à titre personnel, je ne sais même pas quelle est la position de mon parti là-dessus, mais il y en a une, mais je ne la connais pas, je vous le dis franchement. Mais en tant que franco-malienne, en tant que binationale, je regrette pas le départ des forces maliennes. Je ne suis pas forcément d'accord non plus avec la présence des Russes, parce que je sais les dégâts qu'ils peuvent causer dans d'autres pays, et je ne suis pas sûre que ce soit avec beaucoup de bienveillance qu'ils soient là. Mais non, je ne regrette pas le départ des forces françaises. Les groupuscules terroristes se sont démultipliés. En fait, on avait vraiment le sentiment d'avoir une cible dans le dos. La présence française a attiré des groupuscules terroristes au Mali. Je trouve que c'est... Et puis, le contrat, c'était... alors, ils sont venus en 2013. Ils ont mis fin à l'avancée des groupes terroristes, etc. Et après, il fallait avoir des échanges de bons procédés, de compétences, de formation.
pour autonomiser aussi et renforcer l'armée malienne par le partage d'expériences réciproques, parce qu'on a aussi des choses à apprendre des Africains en France ou en Europe, mais ça ne s'est pas passé comme ça. Comprenez-vous la fascination des jeunes Maliens dans les rues de Bamako qui brandissent le drapeau russe? C'est aussi une réaction de colère et de désespoir, et ça je comprends, franchement je comprends. On revient sur votre programme, le SMIC à 1 600 €, vous y croyez vraiment? Moi j'y crois. J'y crois. Comment j'y financer crois. cette mesure? En fait, la Macronie, ce qu'ils ont fait depuis 7 ans qu'ils sont au pouvoir, c'est de marginaliser les plus précaires et d'enrichir les plus riches, les entreprises qui ont versé des millions de dividendes, des milliardaires qui ont triplé leur patrimoine. Ils ont fait que ça, des cadeaux aux entreprises. Et bien rien que là-dessus, en rétablissant l'ISF, en recréant de la recette, Pourquoi des impôts? en recréant de la recette, non, en tout cas en mettant fin à tous les cadeaux fiscaux qui ont été faits et qui n'ont pas été restitués dans l'économie, qui n'ont pas été restitués aux salariés, qui n'ont servi qu'à engraisser. Selon les économistes, le SMIC à 1 600 entraînerait l'augmentation des SMICards, comme on dit en France. En tout cas, ça relancerait l'économie. Ça relancerait l'économie parce que... C'est pour les petits patrons de payer 1 600 €. Et alors, en tout cas, sur les TPE, c'est vraiment les TPE, on veut prioritairement, en tout cas, compenser pour les TPE. Parce que eux, ils ont plutôt une activité économique circulaire, de subsistance, et clairement, on veut préserver les TPE. Eux, ils créent de l'emploi. Ce sont les TPE, les PME, c'est vraiment, ils créent énormément de l'emploi. Ils sont dans les déserts médicaux pour les professions libérales. Ils ont vraiment une économie de proximité, et eux, on souhaite les préserver. Et c'est pas du tout ces entreprises-là qui sont, on va dire, dans notre viseur. Et sur la retraite, vous souhaitez revenir à 60 ans, mais vous n'évoquez pas la durée de la cotisation. C'est quoi, 40 annuités? Parce que je n'ai pas vu de votre programme. Non, c'est vrai qu'on n'est pas précis sur l'annuité. Voilà, nous, on défend les 40 annuités. Après, on fera ce que permettra de faire les comptes publics. Il y a des gens aussi responsables de ce parti. C'est difficile. J'ai l'impression d'entendre un peu Bardella. Hein. Ah, c'est vrai? Non. Il fait des pirouettes aussi sur ce non, sujet. Alors lui, il a fait son revirement sur la réforme des retraites à 64 ans. Nous, on le dit qu'on le fera tout de suite. On reviendra sur la réforme des retraites à 64 ans. On a pour objectif, certainement un peu plus lointain, de revenir à la retraite à 60 ans. Et voilà. Lointain, c'est pas là maintenant. Non, c'est là maintenant tout de suite. Là maintenant tout de suite. On va revenir sur la réforme des retraites là tout de suite. En tout cas, on a l'objectif de revenir à 60 ans. Mais Valérie Rabault, qui est l'ancienne vice-présidente socialiste de l'Assemblée nationale, dans un entretien aux Échos, a déclaré que ce projet coûterait 106 milliards d'euros de dépenses nouvelles sur la période de 2024 à 2027. Est-ce que vous assumez de creuser encore la dette? Alors, de cramer la caisse, comme dirait Valérie Pécresse? Celui qui a creusé la dette, c'est surtout Emmanuel Macron, en réalité. C'est lui qui a creusé la dette. Et puis, moi, je trouve c'est intéressant de voir le chiffrage de Valérie Rabault, parce que nos adversaires, ils parlent de chiffres délirants, 300, 400 milliards d'euros. Et en tout cas, nous, on a construit un programme en 4 jours. En tout cas, admettez qu'en 4 jours, c'est difficile d'avoir un chiffrage très précis, parce que personne n'attendait cette dissolution qui est dangereuse, qui est cynique, qui est irresponsable. C'est un peu des propositions dans le vent non, aussi. C'est des propositions concrètes qui sont écrites. C'est un accord de législature conclu entre tous les partis qui composent le nouveau Front populaire. Et on s'y engage. Et des économistes de renom, des prix Nobel de l'économie, Esther Duflo, disent que notre projet est crédible, viable d'un point de vue économique. C'est Esther Duflo qui le dit. Qui est engagée à gauche, il faut rappeler aussi. Mais en tout cas, elle a des compétences reconnues au niveau international de manière incontestable. Mais Bruno Le Maire, voilà, il n'est pas prix Nobel de l'économie. Ça, c'est clair, on l'a vu avec... Et il a creusé le déficit. C'est clair. En approvisionnant les plus fragiles. Vous êtes fier au sein de ce nouveau Front populaire d'être avec François Hollande et Philippe Poutou? Écoutez, moi, j'étais la première surprise et je me suis dit, si même François Hollande est capable de dire, parce que quand même, c'est lui qui a créé, on va dire, le monstre Macron, quand même, si même lui soutient et que sur des valeurs humanistes, un Philippe Poutou aussi soutient la démarche, le programme auquel ils n'ont pas participé à l'élaboration, je me dis, waouh, incroyable. Et cette dissolution, pour vous, elle était nécessaire ou pas?
Franchement, déjà les conditions dans lesquelles elle est prononcée en nous laissant 3 semaines. Il espérait, en fait, il misait sur le fait qu'on ne soit pas capable de se rassembler, en fait. Il misait là-dessus, c'était un pari. Et moi, je trouve que jouer sur la démocratie, les risques pour les libertés publiques, pour l'état de droit, en faisant un coup de poker comme ça, je repense à la grenade dégoupillée, franchement, totalement indécente de parler de ça en étant à Oradour-sur-Glane. Je trouve qu'on a quelqu'un de dangereux. Complètement égotique à la tête de ce pays. Et non, franchement, peut-être que si on va faire ça au moment où le Front National est au plus fort et en dynamique, c'est dangereux. C'est dangereux. Avez-vous personnellement remarqué des agissements antisémites au sein de la France insoumise? Votre collègue Sandrine Rousseau a réfuté tout antisémitisme structurel au sein de ce mouvement, sachant que Serge Klaesfeld, qui a une déclaration assez forte, qui soutient le Rassemblement national, dont un certain nombre de cadres, dont un certain nombre d'antisémites au sein de la France insoumise. En tout cas, je ne connais aucun élu et aucun cadre de la France insoumise qui a été condamné par la justice pour antisémitisme, parce que vous savez, l'antisémitisme, ça passe sous le coup de la loi. Et on ne peut pas dire ça du Rassemblement national. Il faut savoir que lors de la législature précédente qui vient d'être dissoute, il y avait dans les rangs du Rassemblement national un député qui avait ouvert une librairie négationniste. C'est ça qu'on voit. On voit des gens, des proches de Marine Le Pen, de Jordan Bardella, sur des manifestations qui arborent des tatouages nazis, des croix gammées, des messages suprémacistes blancs. C'est quand même ça. Après, je ne suis pas OK avec certains propos. Clairement, il y a des biais sur lesquels la France insoumise doit impérativement prendre ses responsabilités et travailler. Et dans les échanges qu'on a eus ensemble, on a été intransigeants là-dessus. La France insoumise doit faire un travail sur les biais qui peut y avoir dans les propos de certaines personnes, y compris au plus haut niveau de la France insoumise. Si vous êtes élu au soir du 7 juillet, que ferez-vous pour lutter contre la montée de l'antisémitisme? Mais moi, je ferai ce que j'ai toujours fait. Enfin, moi, j'étais au rassemblement le 9 octobre, au lendemain des attentats terroristes du Hamas. J'étais présente à la marche contre l'antisémitisme et j'étais présente hier au rassemblement pour dénoncer le viol antisémite d'une jeune fille, d'une enfant de 12 ans. Moi, je me suis toujours battue contre toutes les formes de haine, de racisme et d'antisémitisme. Toujours, et je reste droite dans mes bottes là-dessus, et c'est un engagement que je poursuivrai. Il y a une question qui nous intéresse chez Fréquence Protestante, c'est le sujet de la fin de vie. Oui. Quelle est votre position? Moi, sur la fin de vie, moi, je suis pour qu'on laisse le choix aux gens de leur propre fin de vie. Voilà, moi, je choisis ma fin de vie, selon mes croyances ou pas. Et c'est pas à moi de me mêler de la fin de vie des autres. Le texte qui était examiné, il répondait aux attentes des Français, selon vous, en matière de... En tout cas, ça répondait aux conclusions de la Convention citoyenne sur la fin de vie, où des gens de profils très très différents ont bossé pendant des semaines et des semaines pour faire des propositions très concrètes, et des gens qui se sont acculturés au sujet. En tout cas le régime actuel où il y a beaucoup de souffrance, beaucoup de douleur, alors qu'on n'a aucune perspective de survie, de vie. Voilà, moi pour moi c'est un geste d'humanité. C'est un geste d'humanité. Et évidemment, on laisse le choix aux médecins, selon leur conscience, de le faire ou de ne pas le faire. Mais il faut laisser aussi le choix aux gens de choisir leur fin de vie. Je le disais, c'est votre revanche après 2022. Alors, c'est trop tôt pour le dire. Bah oui, mais pourquoi il faut en 2024 voter Aminata Niakhaté? Il faut voter en 2024, voter Aminata Niakhaté pour se débarrasser de la Macronie qui ont appauvri les plus pauvres, qui se sont assis sur les questions écologiques, qui ont criminalisé les écologistes, qui ont enrichi les personnes qui n'ont pas besoin d'être enrichies, qui ont creusé le déficit en même temps, qui ont voté la loi Asile-Immigration, une loi raciste qui prônait la préférence nationale. Voilà, il faut revenir aussi sur la réforme des retraites et celle des 64 ans, l'abolir dans les 15 jours. Voilà, pour toutes ces raisons, il faut voter Aminata Niakhaté dans la 13e circonscription de Paris. Écoutez, merci beaucoup. Je vous laisse retenir un tractage, j'imagine. Merci à vous, chers téléspectateurs, et aux auditeurs de Fréquence Protestante. D'ici là, portez-vous bien.